Vos idées, c'est de la merde. Ouais, toutes vos idées de startup, c'est de la grosse merde. Et je vais vous expliquer comment vous allez vous en rendre compte en moins de 20 minutes. Et que vous allez vous éviter des heures et des heures à essayer de faire des plans de la comète. Et surtout, vous allez vous retirer toute cette charge mentale en disant, en me couchant le matin. Enfin, en me couchant le matin, parce qu'après avoir travaillé une nuit, en réfléchissant dessus. Putain, il manque plus qu'un plan pour exécuter cette idée de merde. Bon, il y a cet adage qui dit que les idées, ça ne vaut rien. C'est en partie vrai, j'avais fait une vidéo pour parler de ça, bien sûr, c'est en partie vrai, parce qu'il y a toujours des idées de génie. Mais le problème, c'est que on ne peut pas savoir si c'est une bonne idée ou pas tant qu'on n'a pas fait certaines étapes. Voilà. Ce que je vais vous donner, c'est pas l'étape qui va permettre de déterminer si, in fine, voilà, vous allez avoir une idée de merde ou pas. Mais par contre, c'est une étape très importante qui va permettre de passer à la prochaine étape. Elle va vous permettre de structurer votre pensée. Donc déjà, arrêtez de scroller sur Internet en train de chercher des études de marché, commencer à remplir un petit questionnaire, l'envoyer sur des groupes Facebook, je sais pas, pour avoir des données quantitatives qui ont zéro valeur. Ou commencer à construire un MVP pendant des mois, tu vois, en travaillant les week-ends et les soirs, en se disant non mais c'est bon, tu vois, là je vais travailler et puis quand je vais sortir, tout le monde va kiffer mon produit. Ça marche pas non plus. Donc l'idée, c'est vraiment un raccourci pour vous envoyer dans la bonne direction. Et cet outil-là, c'est le Lean Canva. Donc j'espère que vous avez lu le titre. Donc a priori, vous savez de quoi cette vidéo va parler. Et j'ai fait cette vidéo parce qu'en fait, dans ma précédente, j'ai sorti mon Lean Canva et ça m'a permis de structurer un petit peu la présentation de ma vidéo qui est sans montage. Donc, ah oui, d'ailleurs, désolé pour ce petit logo. J'essaie différents logiciels, donc on verra. C'est dégueulasse, comme d'hab, et ça va être dégueulasse encore quelques temps. Et d'ailleurs, vous me dites, est-ce que c'était mieux que la fois précédente? Ah putain, c'est horrible. Comme ça, je changerai de logiciel. D'ailleurs, il y a une petite musique de fond. En fait, moi, ça m'aide à me concentrer. Pareil, donc vous me dites si la musique est trop forte, je la supprimerai. Voilà, mais moi ça m'aide vraiment à me structurer. Donc, tout ça pour revenir sur le Lean Canva. Alors déjà, maintenant que vous savez que vos idées c'est de la merde, et vous savez qu'il y a un outil pour le tester en moins de 20 minutes, on va voir dans cette vidéo l'entièreté du Lean Canva, comment le remplir, et je vais le remplir sous vos yeux. Je vais essayer de garder cette vidéo encore là sous les 20 minutes. Mais bien sûr, vous pouvez, je le rappelle, mettre en x1,5, x2 si je parle trop lentement pour vous. Et puis couper aux zones qui vous intéressent si vous avez déjà une connaissance du Lean Canva mais vous n'avez pas compris l'une des sections. Voilà. Donc c'est un petit peu une boîte à outils. Avant de se lancer dans le Lean Canva, je vais dire pourquoi ne pas utiliser le Lean Canva. Voilà. Bon, faudrait que je fasse une vidéo sur, en gros, il y a plusieurs risques dans une entreprise. Quand vous faites un Lean Canva, en fait, vous essayez de dérisquer une des parties de votre business. Si vous avez un produit incroyable, genre un téléporteur ou un portail qui permet de déplacer instantanément n'importe quelle personne, finalement vous n'avez pas un gros risque marché. La question qui se pose, c'est plutôt vous avez un risque produit. Est-ce que vous êtes en capacité de produire cet élément-là avec des ressources finies? Donc après, il y a un risque financier et ça c'est qui était extrêmement important avec l'esprit plus new-yorkais des startups. Comment on va se faire des sous, c'est quoi notre moteur de croissance, comment on va faire de réduire nos dépenses et faire des réductions d'échelle. Ça c'est un risque financier et pour ça l'un des outils principaux ça va être le business plan. Et bien entendu, dès que vous parlez à quelqu'un qui s'intéresse au risque financier, par exemple des investisseurs, lui, il va plutôt être intéressé pour dérisquer cette partie-là. Mais vous êtes un entrepreneur, donc le problème principal, c'est que vous voulez dérisquer votre marché et votre produit. A priori, votre produit, soit vous êtes développeur et vous êtes en capacité de faire à peu près n'importe quoi, ou au moins de faire un POC, tant mieux. Soit vous êtes un chercheur dans le domaine et vous avez découvert une nouvelle technologie et que personne d'autre a fait. Donc il y a peut-être des risques aussi, il faudra faire de la R&D. Bref, vous savez les risques produits, ça je peux pas le savoir à votre place. Par contre, le risque marché, c'est ça l'intérêt du Lean Canva. Donc si vous n'avez pas du tout de risque marché,
vous avez cette techno, vous avez ce téléporteur, ne faites pas le Lean Canvas, ne perdez pas votre temps. Voilà. Concentrez-vous à faire votre produit. Une fois que vous l'avez fait, vous avez un petit POC, là, une preuve de concept. Boum. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier, ni avec un business model, ni avec un Lean Canvas. Ok. Après, il y a la question de savoir business plan versus Lean Canvas, parce que c'est vrai que avant, on faisait surtout des business plans, et de toute manière, on va vous demander un business plan. Et parfois un peu trop tôt, puisque vous n'avez pas créé encore votre boîte et vous commencez à discuter par exemple avec la BPI ou avec des institutions, et ils s'en foutent du Lean Canvas, ils vous vont demander un business plan. Voilà. Donc, comment on fait ? Alors, un business plan, pour être bien fait, c'est un travail monumental, hein. Ça peut être des semaines, des mois, il faut faire des études de marché, il faut avoir des données pour valider ça, soit à partir de compétiteurs. Voilà, donc vous avez compris que le business plan, vous ne voulez pas faire ça juste pour tester votre idée, quoi. Il faut déjà que votre idée, vous soyez suffisamment confiant que c'est pas de la merde avant d'attaquer sur un business plan. Il y a certaines choses qui ne se commencent qu'avec un business plan. Par exemple, prenons une startup qui veut construire un avion hypersonique. Voilà. Elle a le plan pour le construire. Le problème n'est juste que de savoir si on va s'y retrouver en faisant voyager des gens en hypersonique. Donc, quel va être le coût du billet, quelle compagnie aérienne va payer pour ces avions-là. Bon, tout ça, grosse digression, donc Lean Canvas, c'est si vous avez un risque marché, vous n'êtes pas sûr de trouver les clients, vous n'êtes pas sûr de savoir quel client va pouvoir acheter votre produit. Alors, eh ben c'est parti, là ça fait déjà 10 minutes, c'est beaucoup trop long. Si je peux, je pense que je vais peut-être un petit peu couper. Et on va se lancer, tac tac tac, et après, transition, j'espère que tout rentre dans l'écran. Ouais, ça devrait être bon, magnifique logo, j'adore. Alors, comment on fait un Lean Canvas? Bon, vous pouvez aller voir la source initiale, c'est le livre qui s'appelle Running Lean. Excellent bouquin. C'est en gros une recette pour commencer une startup en mode Lean. Bon, appliquer une recette, c'est bien. Il faut savoir après pourquoi on applique une recette. Donc, c'est à lire, je pense, après certains bouquins plus théoriques comme The Lean Startup d'Eric Ries. Mais voilà, ça, Running Lean, excellent bouquin. Et donc, c'est lui qui a fait vraiment la promotion et la structuration du Lean Canvas. Donc, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller le lire, acheter son bouquin, très très bien. Moi, je l'ai acheté en audible et je l'ai en physique, plus en PDF. Donc, voilà, c'est très très utile, une ressource excellente. Mais après, voilà, vous n'avez peut-être pas le temps, vous avez envie de t'essayer. Donc, vous allez sur Miro, c'est gratos. Vous faites un nouveau board. Vous allez, ça je m'en fous, vous allez sur les templates, voilà. Ah, la musique qu'il y a en fond. Bon, et vous voyez déjà la structure. Alors, attention, hein, la structure n'est pas du tout chronologique, on va pas remplir le board comme ça, comme on lit une page, pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, il y a une structure sous-jacente qui a beaucoup plus d'importance. Et ce qui a beaucoup plus d'importance, je vous parlais que le Lean Canvas c'est surtout pour, on va dire, dérisquer la partie marché. Et la partie marché, elle se concrétise, elle se cristallise par le problème que vous allez essayer de régler. Pas par la solution, voilà, mais le problème. Et son copain qui est lié au problème, ben, c'est les personnes qui sont liées à ce problème. Et voilà le bloc que je dirais, premier bloc, c'est le problème. Et le deuxième bloc, c'est le Customer Segment, qui va aussi avec les Early Adopters, voilà, qui est un sous-morceau du Customer Segment. Alors, je vais le remplir en même temps que je décris c'est quoi les certains blocs, et je vais pas parler de ma startup que je suis en train de fonder en ce moment parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, mais je vais parler de ma première startup, voilà, Siopi. Donc boum, allez, hop, le Lean Canvas de Siopi. Alors, c'est quoi le problème qu'on essaie de régler? Alors, désolé, je vais réduire un peu le son parce que c'est trop fort, voilà. Alors, c'est quoi le problème qu'on essaye de régler? Alors, le problème, c'est déjà des personnes, on va partir sur quoi, des personnes qui ont de l'acouphène.
Patient. Alors, on va pas appeler ça patient. Personne avec acouphène. Ok. Donc déjà, là, dans votre tête, il faudrait savoir ça fait combien de personnes, c'est quoi le marché, etc. Bon, je peux vous dire 15% de la population a des acouphènes. Donc allez, on le marque. Hein. Comme ça, on l'oublie pas. 15% de la pop. Voilà. Après, il y a la question, c'est combien sont en recherche de solutions, etc. Bon, ça, il faudrait faire un peu plus de recherche. Mais je me note, allez, ça fait combien en recherche de solutions tu vois, recherche. Bon, ça, c'est... Vous n'avez pas besoin de marquer ces petites notes, mais moi, j'aime bien faire ça. Comme ça, ça va structurer plus tard les éléments qui me manquent lorsque je vais devoir défendre mon projet. Le problème, c'est qu'il n'existe pas dans la majorité des cas de traitement. Donc, pas de traitement. Ah, voilà. Pourtant, les gens dépensent beaucoup. Donc ça, vous pouvez le savoir. Moi, je le sais parce que j'ai parlé à beaucoup, plus de 200 personnes qui ont de l'acouphène. J'ai lu des études scientifiques. Je sais que les gens, par exemple, en Angleterre, dépensent en moyenne $700 pour gérer leur acouphène. 700 pounds par an. Aux États-Unis, ça doit être dans les 650. Donc en France, ça doit être proche. Mais c'est énorme, en fait, la somme. Là, les gens qui sont en recherche de solutions, voilà, ils sont prêts à payer. Et de leur poche, hein, c'est pas remboursé. Donc, coûte cher. Ok. Et alors ça, c'est un dernier élément, et je pense que c'est le plus important quand j'ai discuté, et qui correspond à l'un des constitutional segments, c'est que les gens se sentent abandonnés dans leur parcours de soins. C'est qu'ils vont voir un docteur, mais voyez le pas de traitement là. Mais eux, ils le prennent pas comme ça. Le docteur, il dit non, mais il n'y a rien à faire, rentrez chez vous, mais ils ne vont pas le prendre comme ça. Vous avez deux choix quand vous avez une maladie chronique. Soit vous dites, putain, j'abandonne, et là vous rentrez dans une spirale descendante et ça vous mène vers la dépression. Il n'y a rien que je peux faire, j'abandonne. Soit vous battez et vous dites, ah non, mais je sais pas, je crois pas le docteur, je vais trouver un autre docteur qui va m'aider. Voilà. Donc, le problème, c'est que, oui, mais si le docteur n'est pas capable de m'aider, qui peut m'aider? Et sentiment de solitude, il va pas vous aider. Hein. Il va pas vous aider, vous allez finir sur les forums, vous allez commencer à ingurgiter de l'information vraiment de très basse qualité, avec des gens qui n'ont pas forcément le même type d'acouphène. Donc ça, ce sentiment de solitude, si on arrive à le régler, ça va vraiment aussi contribuer à leur santé. Alors, j'ai vu ces deux blocs les plus importants, et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, si vous avez ces deux blocs, et que les gens sont vraiment prêts à payer, parce que leur problème il est suffisamment dur, tout le reste vous en fichez. Non, je caricature. Mais si vous avez vraiment suffisamment de preuves sur le problème et le customer segment, c'est vrai, en fait, il suffit d'un nombre d'itérations finies pour que vous trouviez un business. Puisque les gens, ils vont et en fait, c'est même pire que ça. Vous n'avez pas besoin de régler vraiment leurs problèmes. Vous avez peut-être le premier problème le plus dur. Par exemple, là, c'est pas de traitement le problème le plus dur. Mais moi, en parlant, j'ai compris que c'était le sentiment de solitude. Donc en fait, je pourrais faire, par exemple, tout de suite, là, je pense à une app de chat dans lequel on parle à des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes médicaux et qui écoutent ces gens-là, qui peut-être vont les orienter de manière non médicale. Ça va leur faire du bien. Et ça, les gens sont prêts à payer. Donc, voilà, vous réglez pas le problème principal. Je vais donner un autre exemple que j'aime bien. Voilà, la Rolex ne règle pas le problème de savoir quelle est l'heure. La Rolex règle le problème du statut social. Et surtout, dans une certaine gamme de riches, montrer son statut social est d'une certaine importance et vous donne accès à d'autres choses. Donc, vous avez besoin de simplifier la conversation, avoir un icebreaker pour les gens qui sont comme vous, et ben voilà, la Rolex va régler ce problème, mais elle ne règle pas le problème du temps. Donc, par contre, si vous commencez avec, sur votre problème, les gens riches ont du mal à montrer leur statut et à faire un icebreaker avec d'autres gens riches, donc à rencontrer,
ben, vous pouvez penser à toutes sortes de choses comme des applications de rencontres entre riches, des bars entre riches, et tout ça, ça va marcher. Tout ça, ça va vous apporter des business, des idées de business de manière illimitée, quoi. Bref, grosse digression. Allez, on est à combien de temps? Ça, oh là là, je parle beaucoup trop. Allez, parlons du prochain segment. Le prochain segment, c'est la proposition de valeur unique et le high level concept. Le high level concept, c'est un peu le truc que vous allez parler aux investisseurs pour que ça fasse clic parce qu'ils voient la balle de fondateurs essayer de défendre leur projet. Donc, faut que ça fasse des connexions, quoi. Ça peut backfire, enfin, dans le sens, ça peut se retourner contre vous si c'est vraiment, ça fait vraiment peu de faible qualité. Mais vous pouvez le faire de manière assez smart. Alors moi, je trouve que la proposition de valeur unique est très difficile à faire quand vous avez une idée. Ça, elle va peut-être émerger à la fin et elle va évoluer. Donc moi, j'aime bien remplir sur le high level concept. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Voilà. Eh bien moi, j'aime bien les applications qui sont B2C. J'aime bien les apps communautaires et j'aime bien les réseaux sociaux. Ok, eh bien, je vais faire un réseau social pour les acouphènes. Ok, donc je commence le Facebook de l'acouphène. Ok. Bon, après ça suffit pas. Ça, c'est pas convaincant parce que Facebook a déjà des groupes Facebook. Donc, le high level, vous pouvez dire, ok, le Facebook de l'acouphène, mais qu'est-ce que je fais mieux que Facebook? Ok. Alors, soit vous pouvez, deux choses, vous pouvez dire rajouter un truc que vous savez très bien faire, donc Facebook de l'acouphène avec des recommandations de traitement. Boum. Parce que moi je sais du machine learning, et donc là vous voyez il y a un Facebook, donc les gens parlent, et il y a des recommandations de traitement. Donc en plus. Donc on commence à comprendre que Facebook, enfin l'interface sociale sert en fait à récolter de la data qui va permettre d'orienter les gens un peu mieux. Voilà. Pour nous, on a commencé comme ça, mais en fait on s'est dit, ouais mais si on fait recommandation de traitement, on est un dispositif médical, on veut pas faire ça. Et bien du coup, c'est Facebook de l'acouphène, mais comme on n'est pas un dispositif médical tout en faisant des recommandations, eh ben on va recommander des gens. Et donc avec du symptôme matching. Donc les gens se rencontrent. Les gens se rencontrent sur l'application de type Facebook, mais au lieu d'être liés par des liens d'amitié ou de connaissance, ils vont être liés par des similarités de symptômes. Et comme ça, quelqu'un qui a de l'acouphène, sur la plateforme, je vais pouvoir tout de suite voir si ce dont quoi elle parle, on parle du bien du même acouphène. Et donc son contenu sera peut-être plus pertinent pour moi. Donc je vais pouvoir aller voir ce que cette personne a fait et les thérapies qui ont marché pour elle. Et surtout, je vais pouvoir peut-être éviter les thérapies ou faire dans un deuxième temps les thérapies qui n'ont pas marché pour elle. Donc c'est pas mal. Après on réfléchit, moi j'aime pas trop Facebook, j'aime pas leur ambiance. Donc ça aussi c'est important, attention à pas adosser des noms d'entreprises qui ont une connotation... Moi j'aime pas trop Facebook, donc là on va mettre, allez, le Tinder de l'acouphène avec symptôme matching. Bon là ça commence à être un petit peu bizarre parce que Tinder ça fait app de rencontre, etc. Les investisseurs peuvent comprendre, par contre vos utilisateurs ils comprendront pas. Donc attention, une fois que vous marquez des concepts de très haut niveau, faites attention à qui vous le partagez, quoi. Parce que si ça sort du contexte, les gens ils vont se dire attends, vous faites un truc de rencontre sur des gens qui sont en souffrance. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Donc attention, les investisseurs vont le comprendre. Si c'est des investisseurs B2C, ils vont comprendre. Ah ok, vous faites du matching, c'est clair. Et puis vous avez un truc santé, ok, je vois. Bon, si vous allez plus parler à des gens qui sont très nichés, là vous allez pouvoir parler d'une entreprise qui est elle aussi peu connue, mais sauf si vous êtes dans le milieu de la maladie chronique, c'est Patient Like Me. Et bien Patient Like Me, c'est un réseau social pour les patients. Et nous, on va faire du symptôme matching. Et donc là, ça c'est très très précis. Là, c'est très précis. Voilà. Alors, proposition de valeur unique, je vous ai dit, moi, j'aime la remplir plus tard. Mais la solution, qu'est-ce qu'on a?
Alors, moi j'ai déjà vu... Alors non, bon déjà, qu'est-ce que les solutions doivent remplir? Les solutions doivent en gros essayer de remplir les problèmes. Le mieux du mieux, c'est que vous avez un seul post-it ici, solution, qui règle les trois. Alors le mieux du mieux, pas forcément, parce que si les trois problèmes sont couplés, et donc en gros si vous devez régler les trois problèmes en même temps, cette solution en fait elle sera beaucoup plus difficile. Donc je dirais que le mieux du mieux du mieux, ce serait d'avoir qu'un seul problème et qu'un seul post-it. Donc déjà, moi je vais essayer de, pour chaque problème, remplir une solution et je vais voir après s'il n'y a pas des passerelles. Donc pas de traitement. Bon là on est sur une app sociale, donc on va, les gens vont partager les traitements. Partage de traitements qui fonctionnent. L'autre chose, ça coûte cher. Eh ben allez, nous on est une app sociale donc c'est gratuit. Voilà, donc ça ne leur coûtera rien. Et ça leur va permettre d'économiser de l'argent puisque ils vont savoir pouvoir éviter les traitements qui n'ont peut-être pas fonctionné pour les gens qui ont les mêmes symptômes. Et sentiment de solitude, ah ben ça c'est parfait. On va, voilà, c'est une app sociale. Ok. Bon, en fait on voit clairement que ce post-it là en fait permettait de régler les trois problèmes. Donc ça c'est impeccable. Boum, tac. Allô. Tac. Ok. Et ça je vais les mettre en tout petit, voilà, pour rappeler. Mais vraiment, partage de traitements qui fonctionnent, de thérapie qui fonctionne. L'élément social est là. Alors après, la question c'est de savoir, il faut définir chacun des mots. C'est quoi partage? Ça ressemble à quoi? C'est quoi les traitements? Qu'est-ce que vous entendez par traitement? Et ça veut dire quoi fonctionne? Ok. Bon, ça, déjà, vous êtes déjà à un niveau un peu plus précis. Moi, j'imagine que partage, voilà, c'est des posts, ok. Ces posts, ils sont associés quelque part dans une base de données à des traitements. Donc, en fait, je vais commencer à faire un post. Et je vais pouvoir associer ce post-là à, ah ben tiens, j'ai essayé l'ostéopathie. Voilà. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience d'ostéopathie. Et fonctionne, eh ben, il faudrait que l'utilisateur puisse faire un rating de l'efficacité de l'ostéopathie pour lui ou pour elle. Là, je peux aller un peu plus loin. Efficacité, c'est un peu compliqué pour un traitement. Donc, il y a deux choses. Je pense qu'il faut la satisfaction. Voilà, j'étais content de faire ce traitement. Par exemple, j'étais content d'aller voir ce psychologue. Ça m'a fait du bien de manière générale. Et l'efficacité liée à mon acouphène. Est-ce que ça a vraiment réduit mon acouphène? Voilà. Donc là, il faudra mesurer deux choses. Mais là, déjà, je vais déjà un peu trop loin pour un Lean Canva. Voilà. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, grâce à Lean Canva, on va pouvoir se poser des questions. Et moi, je vous invite, quand vous avez ces questions qui surviennent, boum, ah ouais, ça veut dire quoi partage? Boum, ben, vous le surlignez d'une couleur spécifique et dans un autre document, il faudra y répondre. Alors, ensuite, petite pause. Je vais complètement exploser le temps. Je suis désolé, hein, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue et bravo à ceux qui sont encore là. Ensuite, on va parler des canaux d'acquisition. Oh, catastrophe. Les canaux d'acquisition. Alors là, à ce moment-là, moi j'aime bien mettre les canaux d'acquisition et voir vos early adopters. Donc tout à l'heure, on a juste parlé du customer segment de manière très générale. C'est le moment un petit peu de travailler votre persona. Alors la persona, encore, faudrait que je fasse une vidéo complète, c'est un des éléments marketing moi, que j'ai trouvé le plus puissant. Et pareil, si vous savez pas ce que c'est une persona, vous tapez persona dans les templates MyHero et vous allez avoir des outils pour construire une persona utilisateur. Bon, moi j'ai déjà fait mon étude de marché, j'ai déjà parlé à plus de 200 utilisateurs, donc je sais quels sont, en gros, il y a 4 personas majeurs qui pourraient adopter notre produit. Moi, je vais me concentrer sur une persona parce qu'en fait, il y a le sentiment de solitude. Et en fait, toutes les personnes qui ont de l'acouphène n'ont pas ce sentiment de solitude qui est vraiment très fort. Donc, c'est déjà des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour trouver une solution. Ok.
Donc, boom, channel. Haha, ils sont sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Ok. On va aller beaucoup plus loin, mais c'est juste pour vous montrer ça. Ensuite, la question du persona. Pour moi, une persona. Déjà, on va arrêter avec les personas démographiques. Genre, ouais, c'est un homme qui a 35 ans, qui est riche, qui a pas de temps. Non, ça, c'est pas important en fait. Là, vous avez décrit, je veux dire, le CSP plus de base, quoi. Donc, c'est pas prédictif. Et moi, ce que j'attends sur prédictif, c'est que si vous parlez à quelqu'un qui est de ce customer segment, je parle à quelqu'un qui est de l'acouphène. Si je lui pose la question, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Ça doit prédire si la personne va être très enthousiaste pour parler de ma solution. Et prédire, je dirais que si vous posez une question à quelqu'un qui n'est pas un early adopter, donc c'est-à-dire qui n'utilise pas les réseaux sociaux, votre taux de réponse, imaginons positif, ils vont acheter votre solution peut-être dans, allez, 2% des cas. Et si c'est une persona que vous avez bien établie et qu'ils ont répondu précisément, à ce moment-là, ce taux va passer de 2 à par exemple à 10%. À ce moment-là, ça c'est une persona qui est prédictive et intéressante. Si votre persona, elle n'augmente pas votre capacité de conversion par rapport au customer segment, c'est que votre persona ne vaut que dalle. Voilà. Donc la persona doit être prédictive pour votre business. Alors, on va essayer d'aller plus loin sur leur comportement. Ok, ils utilisent les réseaux sociaux, mais quoi d'autre qu'ils ont fait? Eh bien, moi, je me dirais que quand même, pour comprendre que c'est la merde dans ton traitement, que ça coûte cher, etc., faut que tu aies fait l'expérience de ça. Donc, tu as déjà dépensé pas mal. Après, la question, c'est, ça fait combien de temps tu as des acouphènes, etc. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, il y a peut-être des gens qui ont 10 ans d'acouphènes, mais c'est que maintenant que c'est dur, ils sont mis à dépenser. D'accord? Donc, on va rester sur le dépenser pas mal dans la dernière année. Alors, c'est quoi pas mal? Ben ça, il faut que je le sache, il faut que je pose la question. Moi, que je vous ai dit, j'ai fait mes études de marché, et donc je sais que les gens, ils dépensent en moyenne 500 à 700 euros. Donc voilà, je vais demander quels sont les gens qui dépensent au moins cette somme-là. Et ce sera peut-être mon customer segment. Je vais aller encore plus loin. J'ai une app. Donc en fait, mon early adopter, parmi les personnes qui utilisent, qui ont de l'acouphène, ça va être certainement des utilisateurs d'applications pour l'acouphène. Donc, un autre prédicteur, je vais leur demander quelles applications utilisez-vous pour essayer de régler ce problème-là, pour vérifier qu'ils appartiennent à cette personne. Et donc voilà, et j'ai hyper niché. Donc imaginez que vous avez 15% de la population, boum, les gens qui utilisent les réseaux sociaux pour l'acouphène, vous avez peut-être perdu 80%. Qui ont déjà dépensé pas mal, boum, vous avez peut-être perdu encore 80%. Et qui sont des utilisateurs d'applications pour acouphènes. Et en plus, comme ils dépensent pas mal, il faudra aller voir s'ils ont payé pour ces applications. Donc maintenant, je passe de 15% de la population à peut-être 0,5% de la population, mais c'est pas grave. Parce que ces gens-là, si j'ai bien fait ma persona, ils vont vraiment être des évangélistes de mon app. Donc ça veut dire qu'ils vont être vraiment très contents. Ils vont pouvoir fermer les yeux à vos bugs. Ils vont vraiment être enthousiastes pour participer à la construction de votre produit. Donc, réseaux sociaux, qu'est-ce que je vais pouvoir extraire de ça? Déjà dépensé pas mal les dernières années. Alors bon, on pourrait faire offline. Ils ont déjà dépensé pas mal, donc on pourrait poser la question dans les cabinets. Dans le cabinet, avoir un réseau de praticiens avec qui on va travailler et ils vont pouvoir utiliser notre app. Voilà. Donc bon, ça rajoute à un acteur. Donc je suis pas hyper fan et en plus c'est physique. Mais au début, ça vous permettra d'étirer. Si vous avez 0 utilisateur et vous savez pas comment les attaquer, le cabinet, ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc la question après qui se pose, c'est qui dans le cabinet? La secrétaire médicale, le médecin, le personnel non médical. Bon, à vous de répondre à ces questions-là. Pareil dans d'autres notes. Ensuite, utilisation d'applications pour les acouphènes. Eh bien voilà, des collaborations.
collaboration avec App. Alors, pour ça c'est un... Quand vous êtes en B2C, ça peut être un énorme relais. Il faut que ça soit voilà, mutuellement bénéficiaire. Eh ben c'est super parce qu'aujourd'hui, nous, on a une app qui n'est pas en concurrence avec beaucoup de plateformes. Peut-être des vieilles plateformes comme les forums, les groupes Facebook et certaines associations de patients qui font ça offline, en réel. Par contre, toutes les thérapies digitales qui sont liées à l'acouphène, eh ben, ils seront très contents, tu vois, d'avoir la partie sociale et communauté qui est déléguée sur notre app. Donc on pourrait faire des relations. Ah ben voilà, une fois que vous avez essayé notre thérapie digitale, n'hésitez pas d'aller sur l'application Siopi pour en parler, pour échanger. Et si ça n'a pas marché, vous inquiétez pas, vous allez rencontrer peut-être d'autres gens pour qui le programme digital n'a pas marché. Et vous allez pouvoir voir que peut-être eux, ils ont essayé d'autres programmes. Voilà, et donc en fait, ça leur donne aussi un argument d'honnêteté. Et nous, on est indépendants, donc voilà. Voilà des idées. Là, c'est là que je me rends compte que j'ai pas implémenté 10% des idées que je suis en train de faire. Donc en fait, j'aurais dû faire cet exercice plus souvent. Ok, ça va, vous me suivez toujours? On va aller beaucoup plus loin dans le channel. On va aller beaucoup plus loin parce que je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin de savoir dans le channel. Là, c'est vraiment la surface. Ok. La question qui va se poser pour remplir les autres cases, c'est des questions qui sont beaucoup plus profondes. Est-ce que vous êtes inbound ou outbound? Donc, est-ce que vous attendez que les gens viennent vous contacter pour acheter votre service? Voilà. Ou est-ce que vous devez aller contacter les gens pour acheter votre service? Donc, prenons un autre cas, parce que là, j'ai beaucoup parlé de Siopi. Mais imaginons que vous êtes dans un cas B2B. Voilà. Et que pour Siopi, je me concentrais sur les hôpitaux. Voilà. C'est pas du tout la même stratégie, c'est pas le même channel. Donc en fait, vous allez avoir une structure de coût plus tard qui est complètement différente parce que vous allez être très intensif, par exemple en sales. Vous allez avoir besoin d'une force de frappe de gens qui vont aller contacter des personnes avec des process qui sont extrêmement longs et coûteux. Donc ça, c'est aussi important dans ce channel de se penser, est-ce que c'est de l'automatisation? Est-ce que c'est sales intensif? Est-ce que, par exemple, j'ai des stratégies d'acquisition qui sont gratuites pour l'utilisateur. Par exemple, vous pouvez faire une partie de mon app qui est gratuite, mais en fait, rien n'est jamais gratuit. Pour vous, ce sera un coût monumental d'avoir des utilisateurs payants. Donc la question se posera, ok, je vais devoir marketer la partie gratuite de mon app, puis je vais devoir marketer aux utilisateurs gratuits de mon app des services supplémentaires. Donc vous allez vous poser toutes sortes de questions ici, et il faut vraiment aller profond parce que ça va être des questions qui, vous allez vous prendre des claques parce que c'est des questions que les investisseurs notamment posent tout le temps. Tout le monde parle de go-to-market, voilà, c'est ici. Tout le monde entend parler de AARRR. Voilà, c'est idée qui a été vraiment adoptée par la majorité des startups en termes de funnel d'acquisition. En vérité, ce funnel est complètement faux. En fait, vous pouvez le renverser. Il y a plusieurs. Vous pouvez vous concentrer sur le revenu d'abord et faire. Pas vous concentrer sur tout ça, mais en gros l'idée c'est que chacune des étapes de votre funnel doit être mesurée si vous voulez l'optimiser. Donc il faut que vous sachiez, si des réseaux sociaux, j'ai besoin, par exemple plus tard je saurai qu'il me faut au moins 1000 utilisateurs pour être rentable. Eh bien les réseaux sociaux, il me faut combien que je touche de personnes pour obtenir 1000 utilisateurs? Ça c'est une question vachement intéressante. Et après, combien ça me coûte de toucher un utilisateur? Donc imaginons que avoir de l'attention d'un utilisateur sur Facebook coûte 10 centimes, ok? Et que dans ce funnel-là, vous avez seulement 1% de conversion entre l'impression Facebook, allez, et je disais jusqu'au bout, jusqu'à que le revenu, voilà. Donc ça veut dire que vous allez payer en gros 10 € par utilisateur payant.
Et la question qui va se poser plus tard, c'est est-ce que ces 10 euros sont remboursés? Donc notre app, elle est gratuite. Oh là là, mais comment on va faire de l'argent? Bonne question, bonne question. Écoutez, je vais vous dire un truc qu'il ne faut pas suivre. Mais parfois, faire de l'argent, ce n'est pas la stratégie optimale. Ok. C'est-à-dire que là, j'ai une app communautaire. Et je me dis, ok, comment je vais pouvoir faire de l'argent? Et là, vous allez vous dire, putain, j'ai une app communautaire, je vais faire des pubs. Ok. Voilà. Eh bien, vous regardez, faites votre recherche. Allez voir toutes les apps communautaires que vous utilisez, Facebook, etc. Et regardez à partir de combien de temps ils ont fait des pubs. Voilà. Très très tard. Très très tard. Ils ont attendu d'avoir des centaines de milliers d'utilisateurs avant de faire de la pub. Ok. Donc, globalement, au stade du link canvas, vous pouvez le mettre entre parenthèses. Moi, personnellement, nous, on y a réfléchi et on a décidé jamais. Jamais, parce qu'en fait, ça vous pose des problèmes éthiques dans le milieu médical de faire de la pub. En plus que d'un point de vue déontologique, on peut pas faire sur toutes les... On pourrait pas, même pas parler des choses médicales, donc en fait, c'est ridicule. Donc, mettez-le en parenthèse si vous avez une situation comme ça. Au contraire, si vous avez un système B2B et que c'est des gros contrats, là, il faut montrer c'est combien le contrat moyen, tout ça. Alors, comment on va faire de la thune? C'est une question qu'on se pose. Ok. Posons-nous la question. Après avoir 1 million d'utilisateurs. Non, je déconne. Je déconne, mais en fait, vous pouvez vous poser la question, mais ça n'a aucune valeur si vous avez un réseau social avec un effet de réseau. La réponse que vous allez vous mettre ici n'a aucune valeur. Si vous n'avez pas un effet de réseau, cette question a toute la valeur. Donc, si vous êtes une SaaS, vous pouvez vous penser à un abonnement. Pour vous savez, on avait plusieurs business models en tête. L'un des business models, c'est une fois que les gens ont évalué les thérapies, qu'on construise les thérapies dans l'app et ils nous payent un abonnement, donc abonnement. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'on veut travailler avec des chercheurs et des entreprises qui veulent accélérer le développement des solutions pour aider les personnes qui ont de l'acouphène. Donc, le recrutement de patients pour les études cliniques. Donc, allez, recrutement, patients, études cliniques. Donc ça, c'est du B2B. Voilà. Et ça, je pourrais dire que voilà, il nous faut peut-être déjà 10 000 utilisateurs réguliers pour commencer, que ça va être rentable. Après, combien ça coûte? Bah voilà, faudra y réfléchir. Imaginons, voilà, 50 euros par utilisateur, par patient. Voilà. Et donc après, il faudra que je calcule combien d'études cliniques. Voilà, donc après, on a, je sais pas, 1000 patients par étude. Voilà, donc ça fait en gros panier moyen 50 000 euros l'étude clinique complète avec monitoring, enregistrement des données, vérification que le patient a bien pris son traitement. Voilà, tout ça, ça pourrait rentrer dans la partie journaling de notre app. Ok. Cost structure, le coût de votre MVP. Coût de l'MVP, si y a de la maintenance. Bien sûr, des emplois. Au début, vous allez peut-être pas vous payer, mais vous avez peut-être besoin de payer des freelances, ressources humaines, etc. Les coûts fixes, quoi. La question qu'il va falloir répondre, c'est quoi votre burn rate? Voilà. Pour commencer à proposer ce service-là, donc vraiment le service minimum, donc le MVP, ça va être quoi votre burn rate? Et donc si la question c'est, il me faut burn rate 10 kg par mois, ok? Et bien ça veut dire que vous allez tout de suite vous dire, ah ben, pour commencer à me bootstrapper, ça veut dire qu'il faut qu'au moins je fasse une étude clinique toutes les 5 mois. Est-ce que vous avez les compétences pour le faire? Très bonne question. Et si oui, bah, il va falloir le démontrer auprès des investisseurs et auprès des personnes que vous allez essayer de convaincre. Et alors là, certainement, l'élément le plus important de la cost structure, c'est votre grosse
engine. Alors, qu'est-ce que c'est le Growth Engine? Vraiment, c'est incroyable que personne n'en parle. Mais une startup, c'est une startup parce qu'elle a une capacité à résoudre un problème à l'échelle que aucun autre business ne pourrait faire. Soit à cause des problèmes culturels, soit à cause des problèmes structurels. Par exemple, dans une corporate, il y a des process qui coûtent très cher. Soit parce que, d'un point de vue... personne n'a eu l'idée. Mais si quelqu'un voit que votre idée te fait de la thune, en gros, ce qui va déterminer votre capacité à être les meilleurs, c'est votre Growth Engine. C'est-à-dire, vous avez deux éléments. La lifetime value de vos utilisateurs et l'acquisition cost. Voilà. Et en faisant un rapport entre ces deux variables, vous allez savoir à quel point vous êtes bon. Donc le pire des cas, c'est que vous avez un rapport qui est inférieur à 1, c'est-à-dire que vous avez une lifetime value qui est inférieure au coût d'acquisition. Donc là, vous n'avez pas de business. Ok. Vous avez une PME si vous avez un Growth Engine qui est voilà, de l'ordre de 1 à 1,5, voire 2. Ok. Alors, attention, hein, le Growth Engine, c'est pas je parle pas des coûts fixes et des choses comme ça. Hein. Vraiment, là, on parle vraiment de coût d'acquisition en point de vue marketing. Ça, c'est un autre problème. C'est parce que, en gros, le Growth Engine, c'est ce qui vous permet de scale up. Mais comment vous allez scale up? Vous allez avoir une masse de capital et vous allez avoir des investisseurs. Il faut avoir des preuves que le Growth Engine, que l'argent que vous allez injecter, il va pouvoir faire x4, x5, x10. Et donc, pour faire x4, x5, x10, eh ben, il faut que votre Growth Engine il soit très supérieur à 2, très souvent. Et si c'est pas possible, il faut qu'il soit supérieur à la concurrence. Parce que s'il est supérieur à la concurrence, et par exemple vous avez un nouvel acteur qui vient vous copier, et bien si votre Growth Engine est supérieur, vous allez l'avoir, vous allez gagner la compétition à court terme. À long terme, c'est pas vrai, mais à court terme, vous allez gagner. Et si vous avez gagné la compétition à court terme, vous avez sûrement plus d'opportunités d'accès à du capital. Et donc, vous allez pouvoir injecter plus de capital dans cette Growth Engine. Et donc, vous allez croître plus vite. Et donc, vous allez pouvoir apprendre plus de choses que vos compétiteurs. Et donc, vous allez améliorer ce ratio, etc. Bref. Bon, il y a certaines choses qui ne sont pas remplies. C'est OK quand vous avez votre ligne canvas de ne pas tout remplir. OK. Bon, là, j'ai passé je pense plus d'une demi-heure. Je suis vraiment désolé. J'espère que c'est intéressant. Mais key metrics, j'en parle pas parce qu'en fait, c'est un sujet en soi. Je vais vous dire, c'est quoi qu'on met pas dans les key metrics? Le chiffre d'affaires. Le nombre de followers sur votre page Facebook ou sur votre page LinkedIn. Ça, c'est des vanity metrics. Ok. Une key metric, par exemple, ça peut très bien être la lifetime value divided by acquisition cost. Ça, validé. Ok. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des équipes qui, quand elles vont construire un produit, quand ils vont devoir décider c'est quoi la priorité, eh ben, ils vont toujours essayer d'améliorer ce ratio. Alors les ratios, c'est un peu difficile parfois pour les équipes à perturber. Donc c'est encore mieux si vous n'avez pas un ratio, mais si vous avez une métrique, c'est une métrique incroyable. Exemple de métrique incroyable, c'est Facebook. En fait, ils ont découvert que s'ils avaient un utilisateur qui avait 7 amis dans les 7 jours, en gros, il avait beaucoup plus de chances d'être accroché à Facebook. Et donc, en gros, tout s'est concentré à un moment sur l'expérience utilisateur d'onboarding pour qu'il ait ses 7 amis en moins de 7 jours. Voilà. Donc, si vous arrivez à avoir une... Alors, les key metrics ne sont pas reproductibles de startup à une autre aussi. Donc, celle-là, c'est bien pour commencer, mais si vous avez vraiment une key metric qui est incroyable, elle va être certainement unique. Et vous n'allez pas en avoir 5000, vous en allez avoir 1, 2, 3 maximum en fonction des équipes. Et c'est ça qui va driver votre business. Bon, alternative existante, je pense que j'ai pas besoin. La compétition. Petit mot peut-être sur la compétition. Ça vous aide, hein.
de travailler la compétition, notamment pour savoir combien vous allez faire payer aux utilisateurs, s'ils ont déjà payé. Il y a une croyance que si vous êtes le premier arrivé à un marché, vous avez tout gagné. C'est complètement faux. Et combien de fois on me le répète, hein. Mais donnez-moi un exemple de first time, enfin d'entreprise, d'incroyables startups qui étaient les premiers à faire ça, quoi. L'iPhone, c'était pas les premiers. Facebook, c'était pas les premiers. MySpace, souvenez-vous de MySpace, Skyblog. Donc voilà, le first time adventure, non. Si vous avez rien du tout ici, vous êtes dans la merde, les gars. Ça veut dire que vous allez devoir évangéliser votre marché. Donc, vos coûts d'acquisition vont être énormes. Énormes. Si les gens ils payent pas déjà pour des solutions existantes, ça va être énorme. Voilà. Le top du top, Existing Alternative, vous resegmentez un marché. Donc nous, en fait, c'est exactement ça. Si je reprends Facebook, nous, en fait, on va segmenter Facebook. Donc Facebook est cette énorme plateforme qui est en train de mourir, qui essaye de faire tout à propos de connecter les gens un peu n'importe comment. À la base, ils voulaient nous connecter à notre famille, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on voulait pas trop savoir ce que faisait notre famille ou les idées politiques de notre famille. Et ben nous, on propose facilement 10x pour lier, mettre en commun, allez, petite boisson, mettre en relation des personnes qui ont de l'acouphène. Ensuite, Unique Value Proposition. Bon, ça c'est là où il faut travailler un petit peu votre marketing. Là, je vais tricher, je vais aller sur Shopee, je vais copier-coller. C'était beaucoup de travail. Je veux dire, franchement, l'Unique Value Proposition, et même, je suis pas hyper content. Je suis pas hyper content de cette Value Proposition. Ok. Meet people with similar symptoms without be drained in relevant information. Allez. Unfair Advantage. Bon. Souvent, on le remplit plus tôt. C'est un peu relou. Ok, alors, oui, c'est fondamental d'avoir un Unfair Advantage. Est-ce que vous ne devez pas commencer un business si vous n'avez pas d'Unfair Advantage? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Vous n'avez pas d'Unfair Advantage. Ce que vous allez faire... Bon, déjà, vous allez réfléchir plus longtemps pour savoir quel est vraiment votre Unfair Advantage. Je sais pas, vous êtes peut-être... moi, j'ai de l'acouphène. Unfair Advantage. J'ai de l'acouphène. Bon. C'est pas vraiment un Unfair Advantage parce qu'on voit que 15% de la pop a des acouphènes. Donc ça se trouve, il y a 15% des entrepreneurs qui ont de l'acouphène. Voilà. Donc, mais... Voilà. Channel, réseaux sociaux, ben voilà. Ah, ça fait sens. Je vais pouvoir parler de mon expérience. Ok. Fair. Moi, j'ai un doctorat en machine learning. Donc, tout ce qui est de doctorat PhD machine learning. Mon associé, il a déjà fait une startup sur l'acouphène. Donc, il connaît les contacts with Key Opinion Leader. Key Opinion Leader. Call. Ouais, on va mettre Opinion Leader. Et puis même support, on va mettre plus que contact. On a le soutien. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à avoir. Ça, c'est le genre de choses qui est intéressante. Si vous êtes chercheur et que vous avez fait un papier de recherche, voilà, vous êtes quasiment sûr d'avoir un Unfair Advantage. Si vous avez 10 ans d'expérience dans un domaine, vous êtes quasiment sûr d'avoir un Unfair Advantage. Même si ça n'a rien à voir avec le business que vous êtes en train de faire. Cherchez bien, vous allez trouver. Si vraiment vous ne trouvez rien, il va falloir en trouver des gens qui ont un Unfair Advantage. Donc vous pouvez aller chercher des cofondateurs qui ont cet Unfair Advantage, par exemple, qui ont déjà fondé 3 startups et qui les ont revendues et ça s'est bien passé. Ou par exemple, vous pouvez mettre, voilà, quel serait mon Unfair Advantage optimum? Ah bah je veux avoir le soutien des Key Opinion Leaders, je ne l'ai pas encore. Je veux avoir quelqu'un qui a un doctorat en PhD en machine learning et vous allez chercher les gens qui veulent travailler avec vous et vous allez essayer de les convaincre. Et après, une fois que vous les avez convaincus, vous rajoutez une petite case et vous dites « J'ai réussi à convaincre
Les gens qui ont les autres unfair advantage. Parce qu'on dit souvent, ah ouais, non mais... toi t'as rien fait. Hein. Toi t'as rien fait. Tu vois, Steve Jobs, il a pas fait l'iPhone. Hein. Ouais, mais Steve Jobs, il a convaincu les gens qui sont capables de faire un iPhone, de faire l'iPhone. Voilà. Donc ça aussi, c'est un unfair advantage qui est souvent mal considéré. Bon. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. Mais enfin, franchement, mais qui a regardé cette vidéo en entier, hein? Eh ben, ceux qui l'ont regardé en entier. Oula, je suis perdu. Je repasse sur la facecam. Bravo à vous qui avez vu cette... Normalement, c'était censé durer 20 minutes. Mais bravo. 55 minutes, 1 heure. C'est... écoutez, ça se trouve, ce sera pas 55 minutes. Je vais essayer de couper un petit peu. Je vais le mettre en plus rapide. Si ça vous a plu, vraiment, le petit pouce, le petit commentaire. Dites-moi si vous avez essayé de faire le in canvas. Si vous avez fait le in canvas, partagez-le en commentaire. Alors, je crois que peut-être les URL sont bloquées. Mais on va trouver un moyen, Je vais faire peut-être un groupe de chat. Je vais y penser. Je vais faire quelque chose dans la description. Comme ça, vous pourrez poster vos lignes canvas. Et puis, on pourra en discuter ensemble. Ok? Allez, eh ben, à la prochaine. Et j'espère que c'était utile. Salut!